Le 23 septembre 1847, dans une plantation de coton près de la Nouvelle-Orléans, une femme accoucha de jumeaux qui ne se ressemblaient en rien. L'un était pâle comme sa mère, l'autre sombre comme la nuit. Et ce qui suivit cette naissance ne fut pas seulement un scandale, mais une série d'événements qui détruiraient 3 familles, forceraient le silence de toute une région et laisseraient derrière elles des questions qui hantent encore les archives paroissiales jamais ouvertes au public. Avant de continuer, abonnez-vous à cette chaîne et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous nous écoutez. Cette histoire nécessite votre attention jusqu'au dernier mot. La Louisiane de 1847 était une société construite sur des paradoxes. Officiellement territoire américain depuis 44 ans, elle conservait pourtant l'âme française dans ses lois, ses coutumes et surtout dans la complexité de ses relations raciales. Contrairement au reste du Sud profond, la Louisiane reconnaissait une classe intermédiaire, les gens de couleur libre, créant ainsi une hiérarchie sociale à 3 niveaux qui rendait les frontières de l'identité à la fois rigides et étrangement poreuses. La paroisse de Saint-Claude, située à environ 40 km au sud-ouest de la Nouvelle-Orléans, était une région de plantation prospère où le coton blanc s'étendait à perte de vue sous un soleil impitoyable. Les grandes demeures coloniales se dressaient comme des îlots de civilisation au milieu de cette mer végétale, entourées de chênes centenaires drapés de mousse espagnole qui donnaient au lieu une atmosphère à la fois majestueuse et oppressante. Le domaine Beau Séjour comptait parmi les plus importants de la région. 360 hectares de terres cultivables, une maison principale de style créole avec ses galeries à colonnes, ses volets verts et son toit en pente douce, 4 granges, une sucrerie désaffectée et les cabanes des esclaves alignées comme des tombes derrière les champs. La propriété appartenait au colonel Édouard Lachance, vétéran de la guerre contre le Mexique, qui venait de rentrer après 2 ans d'absence. Édouard Lachance avait 39 ans. Grand, le visage dur taillé par le soleil et la guerre, les cheveux noirs striés de gris précoce. Il portait sa carrure militaire comme une armure. Il était de ces hommes qui inspiraient simultanément le respect et la crainte, incapables de séparer leur vie civile de leur expérience militaire. Chaque ordre était donné comme un commandement, chaque regard pesait comme un jugement. Il avait épousé Célestine Mercier en 1839, alors qu'elle n'avait que 17 ans. Fille d'un armateur de la Nouvelle-Orléans, Célestine avait été élevée dans le luxe et la culture française. Elle était réputée pour sa beauté délicate, ses cheveux blonds presque blancs, sa peau translucide qui brûlait au moindre rayon de soleil. Elle jouait du pianoforte, lisait Chateaubriand et George Sand et avait apporté au domaine une touche de raffinement qui contrastait avec la brutalité nécessaire de l'économie de plantation. Pendant les 2 années d'absence du colonel, Célestine avait géré le domaine avec l'aide du contremaître, un créole nommé Philippe Giraud. C'était une situation inhabituelle mais pas unique en ces temps de guerre. Plusieurs femmes de planteurs s'étaient retrouvées à la tête de vastes exploitations, forcées d'apprendre la gestion, les comptes, et parfois même à manier le fouet. Célestine avait tenu les livres avec une précision méticuleuse, veillé aux récoltes, maintenu la discipline parmi les esclaves. Elle écrivait régulièrement à son époux des lettres pleines de détails pratiques et de protestations d'amour qui mettaient des mois à le rejoindre au Mexique. Le personnel du domaine comptait 63 esclaves. Parmi eux, un homme nommé Samuel, âgé d'environ 32 ans. Samuel n'était pas un esclave de champ ordinaire. Fils d'un forgeron et d'une couturière, il avait été formé dès l'enfance aux travaux de précision. Il savait lire et compter, compétences rares et dangereuses pour un homme de sa condition. Le précédent propriétaire, le père du colonel, avait utilisé Samuel comme secrétaire personnel, profitant de son intelligence pour gérer une partie de la correspondance et des comptes. Samuel était un homme de haute stature, à la peau très sombre, aux traits nobles, qui lui donnaient une présence remarquable, même dans les haillons de l'esclavage. Il parlait un français parfait, mieux que la plupart des blancs pauvres de la région. Cette éducation faisait de lui à la fois un atout précieux et une menace potentielle.
Les esclaves éduqués inspiraient toujours une certaine méfiance, car l'instruction était considérée comme la première étape vers la rébellion. Pendant l'absence du colonel, Samuel avait continué à servir de secrétaire à Célestine. Il l'aidait à déchiffrer les documents juridiques, à rédiger les lettres commerciales, à tenir les comptes complexes de la plantation. Ils passaient des heures ensemble dans le bureau, une pièce lambrissée au premier étage, où les livres de comptes côtoyaient quelques volumes de poésie française. Le reste du personnel de maison comprenait Mathilde, la cuisinière, une femme d'une 50aine d'années au regard perçant qui ne ratait rien de ce qui se passait sous ce toit. Il y avait aussi Josepha, jeune servante de 20 ans affectée aux chambres, et Thomas, le palefrenier, un vieil homme qui avait connu 3 générations de la chance et qui parlait rarement mais observait tout. Dans les cabanes des esclaves, les rumeurs circulaient à voix basse. On remarquait que madame passait beaucoup de temps avec Samuel. On notait les regards, les silences. Mais personne n'osait formuler à voix haute ce que certains commençaient à soupçonner. La barrière de couleur était censée être absolue, infranchissable. Toute transgression ne pouvait mener qu'au désastre. La société louisianaise de cette époque fonctionnait selon des codes rigides. Le code noir, bien qu'officiellement aboli en Louisiane en 1825, continuait d'inspirer les lois et surtout les mentalités. Les relations entre blancs et esclaves étaient strictement réglementées. Un blanc qui reconnaissait un enfant d'une esclave pouvait l'affranchir, mais cela créait un scandale social. Une femme blanche qui aurait une liaison avec un esclave, c'était impensable. Cela remettait en question les fondements mêmes de l'ordre social. Pourtant, dans l'intimité des grandes maisons, loin des regards de la Nouvelle-Orléans, dans la chaleur étouffante des étés louisianais, certaines frontières pouvaient devenir floues. La proximité forcée, la solitude, parfois une affection véritable dans un monde d'hypocrisie, créaient des situations que la société refusait d'imaginer. En juillet 1846, 15 mois avant la naissance des jumeaux, Célestine avait écrit une lettre à son époux. Une lettre qu'elle n'avait jamais envoyée et qui serait retrouvée bien plus tard, cachée entre les pages d'un volume de poésie de Lamartine. Dans cette lettre, elle parlait de sa solitude, de ses peurs, du poids de la responsabilité. Elle mentionnait Samuel, sans le nommer directement, parlant de « la seule personne ici capable de comprendre les complexités de notre situation ». La lettre n'était pas terminée, comme si elle avait été interrompue ou comme si Célestine avait réalisé l'impossibilité de formuler ce qu'elle ressentait vraiment. Le colonel Édouard Lachance était rentré en mars 1847. La guerre contre le Mexique touchait à sa fin. Il était revenu changé, plus dur encore, hanté par des images qu'il ne partageait avec personne. Il trouvait sa plantation en ordre, ses livres de comptes parfaitement tenus, sa femme pâle et silencieuse. Il avait remarqué immédiatement que quelque chose n'allait pas, mais il avait attribué cela à la fatigue, au stress de la gestion solitaire. Célestine était tombée enceinte presque immédiatement après son retour. Ou du moins, c'est ce qu'ils avaient tous les deux cru. Les dates pouvaient correspondre. Dans une société sans tests médicaux précis, où la conception restait un mystère, il était facile de se tromper de quelques semaines, surtout quand on voulait se tromper. La grossesse avait été difficile. Célestine souffrait de nausées constantes, de douleurs dorsales, d'une fatigue écrasante. Le docteur Alphonse Renaud, médecin de famille qui venait de la Nouvelle-Orléans une fois par mois, avait diagnostiqué une grossesse gémellaire au 5e mois. C'était à la fois une bénédiction et une inquiétude. Les grossesses multiples étaient plus dangereuses, mais elles assuraient la descendance. Le colonel avait reçu la nouvelle avec une fierté évidente. 2 fils pour continuer la lignée, pour hériter du domaine, pour perpétuer le nom des Lachance. Il avait commandé 2 berceaux en acajou à un artisan de la Nouvelle-Orléans, fait préparer une nurserie dans l'aile est de la maison, engagé une nourrice avant même la naissance. Mais dans le regard de Célestine, il y avait une angoisse que personne ne comprenait. Elle dormait mal, se réveillait en sueur, passait de longues heures à la fenêtre de sa chambre à regarder les champs. Mathilde, la cuisinière, rapportait qu'elle mangeait à peine,
qu'elle semblait terrifiée par quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer. Samuel, depuis le retour du colonel, avait été renvoyé au champ. C'était inhabituel pour un esclave de sa valeur, mais le colonel avait ramené du Mexique un nouveau secrétaire, un jeune blanc pauvre nommé Albert Duchamp. Samuel travaillait maintenant avec les autres, plantant et récoltant sous le soleil brutal, dormant dans les cabanes communes. Mais Josepha, la servante, affirmait avoir vu Célestine à sa fenêtre, regardant vers les champs, toujours vers le même endroit. Le 23 septembre 1847, au petit matin, Célestine entra en travail. Le docteur Renaud avait été appelé la veille, pressentant que l'accouchement était imminent. Il était arrivé dans la soirée avec sa sacoche noire, son air grave et ses instruments métalliques qui cliquetaient sinistrement. L'accouchement dura 16 heures. La sage-femme locale, Margot, une femme de couleur libre réputée dans toute la paroisse, assistait le docteur. On entendait les cris de Célestine jusqu'au rez-de-chaussée. Le colonel faisait les 100 pas dans son bureau, buvant du cognac à même la bouteille, incapable de rester assis. Le premier jumeau naquit à 6h23 du matin. Un garçon en bonne santé, aux cris vigoureux. Margot l'enveloppa dans un linge blanc et le présenta brièvement au docteur Renaud avant de le poser dans l'un des berceaux. L'enfant avait la peau rose pâle, quelques cheveux blonds presque blancs, les traits fins de sa mère. Le second jumeau naquit 8 minutes plus tard. 8 minutes qui allaient tout changer. Margot poussa un cri étouffé en recevant l'enfant. Le docteur Renaud se figea, ses mains gantées de sang suspendues dans l'air. Le bébé était parfaitement formé, vigoureux, hurlant à plein poumon. Mais sa peau était sombre, d'un brun profond qui ne laissait aucun doute. Un silence absolu tomba sur la chambre. Célestine, épuisée, couverte de sueur, tourna la tête vers les deux femmes. Elle vit leur visage pétrifié. Elle comprit immédiatement. « Non », murmura-t-elle. Puis plus fort. « Non, non, ce n'est pas possible. » Le docteur Renaud prit l'enfant des mains de Margot. Il l'examina sous toutes les coutures, cherchant désespérément une explication médicale. Il avait lu des cas de superfétation, de jumeaux hétéropaternels, de phénomènes génétiques rares. Mais rien ne pouvait expliquer une telle différence chez des jumeaux nés de la même mère blanche et d'un père blanc. « Il faut appeler le colonel », dit Margot d'une voix blanche. « Non ». Célestine essaya de se relever, mais la fatigue et la douleur la clouèrent au lit. « Attendez, laissez-moi réfléchir. Il y a sûrement une explication. » Mais il n'y avait pas d'explication. Pas d'explication qui ne soit pas la vérité terrible et évidente. Le docteur Renaud descendit lentement les escaliers. Il trouva le colonel dans le hall, le regard fiévreux d'anxiété. « Deux garçons », annonça le médecin. Sa voix tremblait légèrement. « Votre épouse va bien. Mais quoi? Il y a une complication, une situation inhabituelle. Je pense que vous devriez monter. » Le colonel gravit les marches 4 à 4. Il entra dans la chambre où Célestine gisait, livide, les cheveux collés sur son front par la sueur. Margot se tenait près de la fenêtre, les yeux baissés. Et dans les deux berceaux identiques, côte à côte, deux nouveau-nés. Le colonel s'approcha. Il regarda le premier enfant, puis le second. Son visage passa par plusieurs expressions en quelques secondes. Incompréhension, confusion, puis une colère froide qui glaça le sang de tous ceux présents dans la pièce. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Sa voix était basse, dangereusement calme. Célestine ferma les yeux. Des larmes coulèrent silencieusement sur ses joues. « Je vous ai posé une question, madame. » Le docteur Renaud intervint. « Colonel, il existe des cas médicaux rares. Taisez-vous. » Le colonel ne quittait pas sa femme des yeux. « Je veux l'entendre de sa bouche. » Le silence s'étira, insupportable. On n'entendait que les pleurs des nouveau-nés et le tic-tac de l'horloge de la cheminée. Puis Célestine ouvrit les yeux et dit, d'une voix à peine audible, « Samuel. » Ce nom, ce simple nom, fit l'effet d'une bombe. Le colonel recula d'un pas, comme frappé physiquement. Son visage devint écarlate, puis livide. Ses mains se crispèrent, cherchant une arme qui n'était pas là. « Sortez !» ordonna-t-il au docteur et à Margot. « Sortez tous, immédiatement. »
Margot se précipita vers la porte. Le docteur Renaud hésita. « Colonel, votre épouse a besoin de soins. » J'ai dit sortez. Ils obéirent, fermant la porte derrière eux. Dans le couloir, ils restèrent figés, écoutant malgré eux. Mais aucun son ne leur parvint. Pas de cris, pas de violence. Juste un silence terrible, plus effrayant que n'importe quel bruit. En bas, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Josepha avait écouté à la porte de la chambre. Elle courut à la cuisine raconter à Mathilde. En quelques minutes, tous les domestiques de la maison étaient au courant. Et en moins d'une heure, tous les esclaves des champs le savaient aussi. Samuel travaillait dans le champ nord quand Thomas, le palefrenier, vint le chercher. « Il faut que tu partes. » Maintenant. Le vieil homme avait les larmes aux yeux. « Cours, Samuel. Cours vers le nord et ne t'arrête pas. » Mais Samuel ne courut pas. Il resta là, debout dans le champ de coton, les mains sales de terre, regardant la grande maison au loin. Il savait ce qui l'attendait. Il l'avait toujours su. Ce qui se passa dans cette chambre, entre le colonel Édouard Lachance et son épouse Célestine, resta un secret que seuls les deux protagonistes emportèrent dans leur tombe. Mais les conséquences de cette conversation façonnèrent tout ce qui suivit. Quand le docteur Renaud fut autorisé à revenir une heure plus tard, il trouva Célestine en état de choc, le regard vide, incapable de répondre aux questions. Le colonel était debout près de la fenêtre, rigide comme une statue, observant les champs. Les deux bébés dormaient dans leur berceau, inconscients du drame qui venait de sceller leur destin. « Docteur », dit le colonel sans se retourner. Sa voix était redevenue plate, militaire, vidée de toute émotion. « Vous allez m'écouter attentivement. Ce qui s'est passé ici aujourd'hui ne quittera jamais cette maison. Vous comprenez ? » « Colonel, Vous comprenez ?» répéta Lachance en se retournant. Son regard était celui d'un homme qui avait tué à la guerre et qui pouvait tuer encore. « Oui, colonel. »« Bien. Voici ce qui va se passer. Vous allez rédiger 2 certificats de naissance. Le premier enfant, celui-là, il désigna le bébé blanc, sera enregistré comme mon fils légitime. Il s'appellera Édouard Alexandre Lachance Junior. Le second enfant. » Sa voix se brisa légèrement. « Le second enfant est mort à la naissance. Vous noterez mort-né dans votre registre. » Le docteur Renaud sentit son sang se glacer. « Colonel, je ne peux pas. Vous pouvez et vous allez le faire. Vous serez grassement récompensé pour votre discrétion. J'estime qu'une somme de 5 000 $ devrait apaiser vos scrupules professionnels. » 5 000 $ représentaient plus de 10 ans de revenus pour un médecin de campagne. Le docteur Renaud regarda Célestine, espérant qu'elle interviendrait, qu'elle protesterait, mais elle restait immobile, les yeux fermés, comme déjà morte. « Et l'enfant ?» demanda faiblement le médecin. « Qu'allez-vous faire de l'enfant vivant ? Cela ne vous concerne pas. Vous rédigerez les documents comme je vous l'ai dit. Margot recevra également une compensation généreuse pour son silence. Et si jamais un mot de cette histoire fuit, si jamais quelqu'un dans cette paroisse apprend ce qui s'est réellement passé ici, je vous tiens personnellement responsable. Ai-je été clair ? » « Oui, colonel. Maintenant, sortez. Envoyez-moi Margot et retournez à la Nouvelle-Orléans. Je vous ferai porter l'argent demain. » Le docteur Renaud descendit les escaliers sur des jambes tremblantes. Il trouva Margot dans le salon, le visage entre les mains. « Il veut te voir, » lui dit-il. Puis plus bas, « Accepte ce qu'il te propose. Ne discute pas. Ta vie en dépend. » Margot monta. Elle resta dans la chambre 20 minutes. Quand elle ressortit, elle portait le second bébé enveloppé dans une couverture bleue. Ses yeux étaient rouges, mais son visage était impassible. Elle descendit par l'escalier de service et sortit par la porte de la cuisine. Mathilde la regarda passer. « Margot, où tu emmènes le petit ? » « Je sais pas. Le colonel a dit de le donner à quelqu'un. C'est tout ce qu'il m'a dit. »« Mon Dieu, » murmura Mathilde. « Qu'est-ce qu'il va faire ? » « Prie pour ne jamais le savoir, » répondit Margot avant de disparaître dans la nuit tombante. Samuel fut convoqué à la grande maison au crépuscule. Philippe Giraud, le contremaître, vint le chercher accompagné de 2 hommes armés. Samuel ne résista pas.
Il marcha entre eux, la tête haute, sachant que sa mort était probablement proche. Mais on ne le conduisit pas à la grande maison. On l'emmena à l'ancienne sucrerie, un bâtiment de pierre abandonné à la lisière de la propriété. Là, dans la pénombre, le colonel Lachance l'attendait. Ce qui se dit exactement entre les deux hommes, personne ne le sut jamais avec certitude. Mais le lendemain matin, Samuel était toujours vivant. Il fut enchaîné dans la sucrerie, seul, sans nourriture ni eau pendant 3 jours. Le colonel venait le voir chaque jour, restait là, silencieux, le regardant souffrir. Le 4e jour, Samuel fut libéré de ses chaînes. Philippe Giraud lui apporta de l'eau et du pain. Le colonel va te vendre, lui annonça le contremaître. Un marchand de la Nouvelle-Orléans vient te chercher demain. Tu pars pour le Mississippi. Samuel but l'eau lentement. Et elle, demanda-t-il. Sa voix était rauque après 3 jours de silence. Elle n'est plus ta préoccupation. L'enfant, Philippe Giraud détourna le regard. Il n'y a pas d'enfant, tu comprends. Il n'y a jamais eu d'enfant. Le lendemain, un marchand d'esclaves nommé Jonas Beaufort arriva avec une charrette et 6 hommes armés. Samuel fut vendu pour $2000, un prix élevé qui incluait clairement une prime pour le silence. Beaufort était un homme d'affaires qui comprenait la valeur de la discrétion. Samuel fut emmené vers le Mississippi. Selon les rumeurs qui circulèrent plus tard, il fut revendu à une plantation de canne à sucre près de Natchez. D'autres affirmèrent qu'il fut envoyé plus loin, au Texas ou même au Mexique. Certains chuchotèrent qu'il n'avait jamais quitté la Louisiane, qu'on l'avait tué en route et enterré dans un bayou anonyme. La vérité, comme tant d'autres vérités dans cette histoire, se perdit dans le silence imposé. Célestine Lachance resta alitée pendant 6 semaines après l'accouchement. Le docteur Renaud revint plusieurs fois, diagnostiquant une fièvre puerpérale et une mélancolie profonde. Elle parlait à peine, mangeait encore moins, passait ses journées à regarder le plafond. Le colonel engagea une nourrice pour Édouard Junior, une jeune femme mulâtre libre nommée Rosalie, qui venait de la Nouvelle-Orléans et qui ne savait rien des événements. Le bébé blanc prospérait, grandissait, devenait chaque jour plus robuste. Personne ne parlait du jumeau qui n'avait officiellement jamais existé. Dans les cabanes des esclaves, le silence était différent. C'était un silence lourd de peur et de compréhension. Tout le monde savait, mais personne ne parlait. Parler, c'était risquer le même sort que Samuel. Les maîtres blancs pouvaient tuer, vendre, séparer les familles sur un simple soupçon. Alors on se taisait, on baissait les yeux, on continuait à travailler. Mais la nuit, dans l'intimité des cabanes, les femmes pleuraient. Elles pleuraient pour Samuel, pour Célestine et surtout pour le bébé disparu dont personne ne connaissait le sort. Mathilde, la cuisinière, avait essayé de parler une fois. Elle avait osé demander à Josepha si elle savait ce qu'était devenu le second enfant. Josepha l'avait regardée avec des yeux terrifiés et avait répondu « Je sais rien, j'ai rien vu, j'ai rien entendu, et toi non plus. » Le message était clair, même entre esclaves, même dans la prétendue solidarité de l'oppression, certains secrets étaient trop dangereux pour être partagés. Margot, la sage-femme, disparut de la région 2 semaines après l'accouchement. Elle avait reçu une somme d'argent considérable du colonel et avait quitté la Louisiane. Certains affirmèrent l'avoir vue embarquer sur un bateau pour les Caraïbes. D'autres jurèrent l'avoir croisée à Mobile, en Alabama. En vérité, personne ne savait vraiment où elle était allée. Avant de partir, elle avait confié quelque chose à sa sœur Emmeline, qui tenait une petite boutique de tissus à la Nouvelle-Orléans. Emmeline raconta plus tard, des années après la mort de Margot, que sa sœur lui avait dit « J'ai sauvé un enfant. C'est tout ce que tu dois savoir. Je l'ai donné à quelqu'un qui pourra l'élever. Ne me demande pas qui. Ne me demande jamais. » Cette confession fragmentaire allait devenir le premier fil d'une pelote de mystère qui ne ferait que se complexifier avec le temps. En octobre 1847, 6 semaines après la naissance, Célestine se leva enfin de son lit. Elle était méconnaissable. Sa peau translucide semblait presque transparente, ses cheveux avaient perdu leur éclat, ses yeux étaient devenus fixes,
et vide. Elle flottait dans ses robes comme un fantôme dans un linceul. Elle reprit ses activités de maîtresse de maison, mais de façon mécanique, comme une automate. Elle ne jouait plus du pianoforte. Elle ne lisait plus. Elle passait des heures dans la nurserie à regarder Édouard Junior, le bébé blanc, son fils officiellement unique. Le colonel Lachance avait également changé. Il était devenu plus sombre, plus violent. Il battait les esclaves pour des fautes minimes, changeait de contremaître tous les 2 mois, buvait seul dans son bureau jusqu'à tard dans la nuit. Le couple ne se parlait presque plus. Ils prenaient leur repas en silence, dormaient dans des chambres séparées, vivaient comme 2 étrangers sous le même toit. Les domestiques marchaient sur des œufs, terrifiés de commettre la moindre erreur qui pourrait déclencher la colère du colonel. L'atmosphère de la grande maison était devenue suffocante, pesante, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. En novembre, le colonel licencia Albert Duchamp, le jeune secrétaire qu'il avait ramené du Mexique. Il n'engagea personne pour le remplacer. Il gérait maintenant lui-même toute la correspondance et les comptes, passant des heures enfermé dans son bureau, refusant toute aide. Les voisins commencèrent à remarquer les changements. Le domaine Beau Séjour, autrefois réputé pour ses réceptions élégantes et l'hospitalité de ses propriétaires, ne recevait plus personne. Les invitations étaient déclinées, les visites découragées. Le colonel et son épouse se retiraient progressivement de la société paroissiale. Les rumeurs inévitables commencèrent à circuler. On chuchotait que Madame Lachance avait perdu un enfant, que le chagrin l'avait rendue folle. On murmurait que le colonel avait tué un esclave dans un accès de rage. On inventait 1000 versions, chacune plus dramatique que la précédente, mais aucune n'approchant la vérité réelle. Le docteur Renaud avait respecté sa part du marché. Son registre médical indiquait clairement 23 septembre 1847. Madame Édouard Lachance. Accouchement gémellaire. Un garçon vivant, en bonne santé. Édouard Alexandre Lachance Junior. Un garçon mort-né, inhumé sur la propriété familiale. Cette mention d'inhumation était un mensonge supplémentaire, mais un mensonge nécessaire pour expliquer l'absence de corps. En réalité, personne ne savait où se trouvait le second jumeau, s'il était encore vivant ou si le colonel avait ordonné quelque chose de plus sinistre. Les 5 000 $ promis furent livrés au docteur Renaud par un intermédiaire, un avocat de la Nouvelle-Orléans nommé Maître Léon Dufresne. L'argent arriva en billets de banque neufs dans une mallette de cuir. Aucun document n'accompagnait la transaction. Aucune trace écrite ne liait le colonel au paiement. Le docteur Renaud utilisa cet argent pour acheter une nouvelle maison à la Nouvelle-Orléans et développer sa pratique médicale. Mais il ne connut jamais vraiment la paix. Il buvait de plus en plus, développa un tremblement dans les mains qui nuisit à sa capacité à opérer. Ses collègues remarquèrent qu'il sursautait au moindre bruit, qu'il évitait certaines conversations. En 1852, 5 ans après l'accouchement, le docteur Alphonse Renaud mourut d'une apoplexie à l'âge de 48 ans. Certains parlèrent de surmenage, d'autres d'alcoolisme. Mais sa veuve, en triant ses affaires, trouva un journal personnel caché dans un double fond de son bureau. Dans ce journal, le docteur avait écrit une seule entrée concernant cette nuit de septembre 1847. Une entrée codée, utilisant des initiales et des allusions obscures, comme s'il avait peur même d'écrire la vérité complète. Il mentionnait le péché blanc, les fruits inégaux d'un même arbre, et surtout cette phrase énigmatique « L'enfant de l'ombre vit quelque part, que Dieu me pardonne de ne pas savoir où ». La veuve Renaud, femme pieuse et effrayée par ces mots mystérieux, brûla le journal immédiatement. Mais avant de le faire, elle en parla à son confesseur, le père Antoine Leblanc, qui nota l'information dans ses propres archives paroissiales. Ces archives, jamais ouvertes au public, dorment encore aujourd'hui dans les sous-sols de la cathédrale Saint-Louis à la Nouvelle-Orléans. Les années passèrent à Beau Séjour dans une atmosphère de décomposition lente.
Le domaine continuait de fonctionner, produisant son coton, générant ses profits. Mais c'était une coquille vide où deux fantômes jouaient la comédie du mariage. Édouard Junior grandissait, un bel enfant aux cheveux blonds et aux yeux bleus qui ressemblait trait pour trait à sa mère. Il était intelligent, curieux, mais d'une tristesse précoce inhabituelle chez un si jeune enfant. À 3 ans, il parlait déjà couramment français et anglais. À 5 ans, il lisait seul. Mais il riait rarement et semblait porter le poids invisible du secret qui entourait sa naissance. Célestine s'occupait de son fils avec une dévotion obsessionnelle. Elle passait chaque instant avec lui, le protégeant de tout, refusant de le laisser jouer avec d'autres enfants, l'éduquant elle-même plutôt que d'engager un précepteur. C'était comme si elle essayait de compenser quelque chose, de remplir un vide qui ne pouvait jamais être comblé. Le colonel, de son côté, regardait son fils avec un mélange d'affection et d'amertume. Édouard Junior était légalement son héritier, portait son nom, perpétuerait la lignée. Mais chaque fois qu'il le regardait, il voyait aussi l'autre enfant, le jumeau disparu, le symbole vivant de la trahison de son épouse. En 1850, 3 ans après la naissance, un événement étrange se produisit. Une femme de couleur libre se présenta au domaine, demandant à parler à Madame Lachance. Elle donna son nom, Emmeline Dubois, marchande de tissus de la Nouvelle-Orléans. Le colonel refusa de la laisser entrer. Il la reçut lui-même sur la galerie, debout, intimidant. « Qu'est-ce que vous voulez ? Je suis la sœur de Margot, la sage-femme qui a assisté à la naissance de votre fils, » répondit Emmeline avec courage. « Ma sœur est morte il y a 2 mois aux Caraïbes. Avant de mourir, elle m'a demandé de vous transmettre quelque chose. » Le colonel sentit son sang se glacer. « Quoi ?» Elle a dit. « Dites-leur que l'enfant va bien. Qu'il est aimé, c'est tout. » Un silence de plomb s'abattit. Le colonel regarda fixement cette femme qui venait de rouvrir une blessure qu'il croyait cautérisée. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. »« Je pense que si, colonel. »« Partez, immédiatement. Si vous remettez les pieds sur ma propriété, je vous fais arrêter pour intrusion. » Emmeline Dubois soutint son regard un instant, puis hocha la tête et s'en alla. Mais en partant, elle avait laissé tomber une information cruciale. L'enfant était vivant. Quelque part, le jumeau disparu respirait, grandissait, existait. Cette nuit-là, Célestine trouva son mari dans son bureau, ivre, le pistolet de service sur la table devant lui. « Elle est venue, » dit-elle. Ce n'était pas une question. Oui, qu'est-ce qu'elle voulait? Le colonel leva les yeux vers elle. Pour la première fois depuis 3 ans, ils se regardèrent vraiment. Elle a dit que l'enfant va bien. Célestine porta la main à sa bouche. Des larmes jaillirent instantanément. Il est vivant. Apparemment. Où est-il? Je ne sais pas. Et nous ne le saurons jamais. Tu comprends? Jamais. Cet enfant n'existe pas. Il ne peut pas exister. Si quelqu'un découvre la vérité, c'est la fin de tout. Notre nom, notre honneur, la sécurité d'Édouard Junior. Tout. Célestine s'effondra sur une chaise. J'ai besoin de savoir qu'il va bien. J'ai besoin... Tu n'as besoin de rien. La voix du colonel était dure, implacable. Tu as fait ton choix il y a 3 ans. Tu as fait ton lit, maintenant tu dois t'y coucher. L'enfant, quel qu'il soit, où qu'il soit, ne fait plus partie de notre vie. Mais cette visite d'Emmeline Dubois avait rouvert la plaie. Célestine, qui avait réussi à survivre en enfermant sa douleur dans un coin sombre de son esprit, ne pouvait plus ignorer la réalité. Son second fils était vivant quelque part, élevé par des inconnus, sans savoir qui il était vraiment. Elle commença à faire des recherches discrètes. Elle écrivit à d'anciennes connaissances à la Nouvelle-Orléans, posant des questions voilées sur les orphelinats, les familles de couleur libre qui auraient adopté un enfant en septembre 1847. Elle engagea même en secret un détective privé, un Français expatrié nommé Jules Marchand. Marchand était un homme discret et efficace. Il fouilla la Nouvelle-Orléans pendant 3 mois, interrogeant des dizaines de personnes, examinant les registres d'adoption, suivant la piste de Margot.
Il découvrit que la sage-femme avait effectivement quitté la Louisiane pour Haïti, où elle avait vécu jusqu'à sa mort. Il retrouva des traces de l'argent que le colonel lui avait donné, utilisé pour acheter une petite propriété près de Port-au-Prince. Mais concernant l'enfant, Marchand ne trouva rien. Ou plutôt, il trouva trop de choses. Il y avait eu plusieurs adoptions d'enfants métis en septembre et octobre 1847 dans la région de la Nouvelle-Orléans. Les familles de couleur libre adoptaient fréquemment des enfants abandonnés ou orphelins, créant un réseau complexe et difficile à tracer. Marchand identifia 3 possibilités. Un enfant adopté par une famille de la Croix, artisan prospère du quartier français. Un autre accueilli par les Fontaines, propriétaire d'une petite plantation de tabac près de Bâton Rouge. Et un 3e élevé par une femme seule nommée Adèle Rousseau, couturière établie dans le faubourg Marigny. Le détective remit son rapport à Célestine en janvier 1851. « Madame, je ne peux pas vous dire avec certitude lequel de ces enfants est le vôtre. Ils ont tous le bon âge, tous correspondent physiquement. Il faudrait... » Il hésita. Il faudrait les examiner de plus près. Peut-être même parler aux familles adoptives. « Non, » répondit Célestine fermement. « Nous ne pouvons pas faire ça. Si nous commençons à poser des questions directes, les rumeurs vont exploser. Alors, que voulez-vous que je fasse ? Continuez à surveiller, de loin, discrètement. Je veux juste savoir qu'il va bien, qu'il est en sécurité. » Marchand continua donc sa surveillance pendant 2 ans, envoyant des rapports mensuels à Célestine. Les 3 enfants grandissaient normalement. Celui de la famille Delacroix montrait des aptitudes pour le dessin. Celui des Fontaines était robuste et aimait travailler la terre. Celui élevé par Adèle Rousseau était particulièrement intelligent, apprenait vite, posait des questions sur tout. Célestine lisait ces rapports avec une avidité désespérée, cherchant un signe, un détail qui lui permettrait d'identifier son fils. Mais les 3 enfants étaient des possibilités également valables. Elle se retrouvait dans la position insoutenable de potentiellement avoir un fils quelque part sans pouvoir le reconnaître, le toucher, lui parler. Le colonel découvrit ses investigations en 1853. Il trouva les lettres de Marchand cachées dans la chambre de Célestine. Sa colère fut terrible. Il licencia immédiatement le détective, le menaçant de représailles s'il parlait à quiconque. Puis, il confronta son épouse. « Tu es folle. Tu veux nous détruire complètement? Je veux juste savoir s'il va bien. Il va bien ou il ne va pas bien, quelle différence? Tu ne peux rien faire pour lui. Si tu révèles la vérité, tu détruis sa vie et la nôtre. Tu comprends ça? Je suis sa mère. Tu as cessé d'être sa mère le jour où tu as couché avec un esclave. » Le colonel cracha ces mots avec une violence qui fit reculer Célestine. « Tu as fait une chose impardonnable. La seule raison pour laquelle tu n'es pas enfermée dans un asile ou morte, c'est que cela créerait un scandale. Alors tu vas te taire, enterrer cette obsession et continuer à jouer ton rôle. » « C'est compris ?» Célestine ne répondit pas. Elle resta immobile, les yeux fixés sur le sol. Quelque chose en elle venait de se briser définitivement. En 1854, 7 ans après la naissance des jumeaux, une série d'événements commença à fissurer la façade soigneusement construite autour du secret de Beauséjour. Le premier incident survint en mars. Édouard Junior, alors âgé de 6 ans et demi, fit un cauchemar terrible. Il se réveilla en hurlant, parlant d'un frère qui l'appelait, d'une voix dans l'obscurité. Célestine accourut et le trouva assis dans son lit, les yeux grands ouverts, mais comme absent. « Il est tout seul, maman, » dit l'enfant d'une voix étrange. « Il est tout seul et il pleure. »« Qui, mon chéri, qui pleure ?»« Mon frère. » Célestine sentit son cœur s'arrêter. « Tu n'as pas de frère, Édouard. Tu as dû rêver. »« Si, j'ai un frère. Je le sens. Pourquoi il n'est pas avec nous ?» Cette conversation glaça Célestine jusqu'aux os. Personne n'avait jamais parlé de jumeaux devant Édouard Junior. Les domestiques avaient reçu l'ordre strict de ne jamais mentionner cette nuit. Comment l'enfant pouvait-il savoir? Les cauchemars continuèrent, de plus en plus fréquents. Édouard Junior parlait dans son sommeil, appelant un nom qu'il inventait. Mathieu. Il dessinait 2 silhouettes, toujours 2.
Une claire et une sombre, main dans la main. Quand sa mère lui demandait qui il dessinait, il répondait simplement « Moi et mon frère ». Le colonel consulta un médecin de la Nouvelle-Orléans, le docteur Henri Lavergne, spécialisé dans les affections nerveuses. Lavergne examina l'enfant longuement. « C'est curieux », dit-il finalement. « Les jumeaux ont parfois ce genre de connexion, même quand l'un est mort-né. » Comme si l'enfant survivant sentait l'absence de son jumeau. « Comment savez-vous qu'il était jumeau ?» demanda sèchement le colonel. « Je l'ai lu dans le rapport du docteur Renaud, paix à son âme. Il a noté un accouchement gémellaire avec un enfant mort-né. » Le colonel réalisa alors que le mensonge officiel lui-même créait un problème. En déclarant un jumeau mort-né, ils avaient laissé une trace, une fissure dans laquelle les questions pouvaient s'infiltrer. « Le docteur Renaud s'est trompé, dit-il avec assurance. Ma femme a donné naissance à un seul enfant. Le docteur, dans sa confusion cette nuit-là, a mal enregistré les faits. Vraiment, c'est très inhabituel comme erreur. Le docteur Renaud buvait, comme vous le savez sans doute. Ces dernières années ont été marquées par l'alcoolisme. Je n'accorde aucun crédit à ces notes confuses. » Le docteur Lavergne hocha lentement la tête, mais dans ses yeux brillait une lueur de scepticisme. Il avait connu Alphonse Renaud, et il savait que, même dans l'alcool, le vieil homme restait méticuleux dans ses enregistrements médicaux. Le second incident survint en juin de la même année. Une jeune institutrice, mademoiselle Claire Dupont, fut engagée pour commencer l'éducation formelle d'Édouard Junior. Claire était une femme de 25 ans, intelligente et observatrice, qui avait enseigné dans plusieurs familles de planteurs. Elle remarqua immédiatement quelque chose d'étrange dans la dynamique familiale. Le colonel évitait presque totalement son fils. Madame Lachance était possessive de façon maladive. L'enfant lui-même semblait porter un poids invisible. Mais ce qui intrigua vraiment Claire, ce fut une conversation qu'elle surprit un jour entre deux domestiques, Josepha et Thomas. Elle descendait l'escalier de service quand elle les entendit chuchoter dans le couloir. « Le petit ressemble de plus en plus à sa maman », disait Josepha. « Oui, » répondait Thomas, « dommage que l'autre n'ait pas eu la même chance. »« Chut, on ne parle pas de ça. » « Ça fait 7 ans, Josepha, 7 ans qu'on garde ce secret. Parfois je me demande si... » « Ne te demande rien, continue à te taire comme on nous a dit. » Claire fit du bruit intentionnellement pour signaler sa présence. Les deux domestiques se séparèrent précipitamment, l'air coupable. Mais la curiosité de la jeune institutrice était piquée. Elle commença à observer plus attentivement, à poser des questions innocentes. Elle remarqua que personne ne parlait jamais de la naissance d'Édouard Junior. Pas de photos de baptême affichées, pas d'anecdotes partagées, pas de célébration du jour de sa naissance. C'était comme si les 3 premières années de l'enfant avaient été effacées. Claire fouilla discrètement dans la bibliothèque et trouva la Bible familiale. Elle l'ouvrit à la page des naissances. L'écriture était celle du colonel, ferme et nette. Édouard Alexandre Lachance Junior, né le 23 septembre 1847. Une seule ligne, rien d'autre. Mais en regardant attentivement, Claire remarqua quelque chose d'étrange. Il y avait une trace, très légère, comme si une autre ligne avait été écrite puis soigneusement effacée et grattée. On voyait encore l'empreinte dans le papier, mais impossible de lire ce qui avait été écrit. Elle posa des questions à Édouard Junior pendant leur leçon. « Parle-moi de ta naissance. Est-ce que ta maman t'a raconté ?» L'enfant devint immédiatement mal à l'aise. « Non, elle ne veut pas en parler. » « Pourquoi ? Je ne sais pas. Quand je pose des questions, elle devient triste. Tu as des cousins ? Des oncles et tantes ? Non. Maman n'a plus de famille. Les parents de papa sont morts. C'est juste nous 3. Tu ne te sens jamais seul ? L'enfant la regarda avec ses grands yeux bleus. Si. Tout le temps. C'est comme s'il manquait quelqu'un, mais je ne sais pas qui. Claire Dupont était une femme intelligente et sensible. Elle commença à assembler les pièces du puzzle, les silences, les tensions, les allusions des domestiques, l'effacement dans la Bible, les cauchemars de l'enfant parlant d'un frère. Une hypothèse terrible commença à se former dans son esprit.
Elle décida de parler à Célestine. Un après-midi de juillet, après la leçon, elle demanda un entretien privé avec Madame Lachance. Elles s'assirent dans le salon, la porte fermée. « Madame, pardonnez mon audace, mais je m'inquiète pour Édouard. »« Pourquoi? Il ne progresse pas dans ses études ?»« Au contraire, il est exceptionnellement brillant. Mais il semble hanté par quelque chose. Il parle constamment d'un frère qui n'existe pas. » Célestine pâlit visiblement. « C'est juste l'imagination d'un enfant. Madame, avec tout le respect que je vous dois, je ne pense pas que ce soit de l'imagination. Les domestiques mentionnent parfois l'autre. Il y a une trace effacée dans la Bible familiale. Et le docteur Renaud avait enregistré un accouchement gémellaire. Le silence qui suivit était assourdissant. Célestine regardait Claire avec un mélange de terreur et de désespoir. « Qui vous a parlé de ça ?»« Personne directement. Mais les indices sont là pour qui veut les voir. Qu'est-ce que vous voulez ?» La voix de Célestine tremblait. « De l'argent pour votre silence ? Non, madame, je veux comprendre. Si Édouard a réellement eu un jumeau, qu'est-il devenu ?» Célestine se leva brusquement, marchant vers la fenêtre. Pendant un long moment, elle ne dit rien. Puis, d'une voix brisée, « Il est vivant, quelque part, je ne sais pas où exactement. Je ne l'ai pas vu depuis le jour de sa naissance. Pourquoi ? Parce que... » Célestine s'arrêta, réalisant qu'elle était sur le point de révéler l'irréparable. Parce que c'était nécessaire. Pour protéger tout le monde. Le protéger de quoi? De la vérité. Célestine se retourna, les yeux brillants de larmes. « Mademoiselle Dupont, je vous en supplie, n'allez pas plus loin dans vos investigations. Pour votre propre sécurité. Mon mari est un homme dangereux quand il se sent menacé. Si vous savez ce qui est bon pour vous, vous allez oublier cette conversation et continuer à enseigner à Édouard comme si de rien n'était. » Claire Dupont quitta Beauséjour 2 semaines plus tard. Officiellement, pour des raisons de santé. En réalité, elle avait été confrontée par le colonel qui lui avait fait comprendre, sans ambiguïté, que sa discrétion était une question de vie ou de mort. Mais avant de partir, Claire avait écrit une longue lettre à sa sœur Marie, religieuse au couvent des Ursulines à la Nouvelle-Orléans. Dans cette lettre, elle racontait tout ce qu'elle avait découvert et soupçonné. « Si quelque chose m'arrive, écrivait-elle, cette lettre servira de témoignage. Il y a un enfant quelque part qui ne connaît pas sa vraie famille. Un jumeau séparé à la naissance pour des raisons que je ne comprends pas entièrement. C'est une injustice terrible qui doit un jour être corrigée. Cette lettre serait conservée dans les archives du couvent, non ouverte pendant des décennies. Si cette histoire vous donne des frissons, likez cette vidéo et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez qu'il est arrivé au second jumeau. Votre théorie pourrait être plus proche de la vérité que vous ne le pensez. » En 1858, 11 ans après la naissance des jumeaux, la vérité commença enfin à émerger de façon incontrôlable. Édouard Junior avait maintenant presque 11 ans. C'était un garçon grand pour son âge, sérieux, intelligent, mais tourmenté. Ses cauchemars n'avaient jamais cessé. Au contraire, ils s'étaient intensifiés. Il dessinait compulsivement des doubles, des ombres, des silhouettes jumelles. Il avait développé l'habitude étrange de mettre 2 assiettes à table, même quand il mangeait seul, comme s'il attendait quelqu'un. Célestine, maintenant âgée de 36 ans, ressemblait à une femme de 50. Sa santé déclinait rapidement. Elle toussait constamment, perdait du poids, passait de plus en plus de temps alitée. Le docteur Lavergne diagnostiqua une consomption, cette maladie terrible qui rongeait lentement les poumons. Le colonel, à 49 ans, était devenu un homme amer et violent. Il buvait chaque soir jusqu'à l'ivresse, criait sur les domestiques, passait des journées entières enfermé dans son bureau. La plantation continuait de fonctionner par pure inertie, gérée maintenant presque entièrement par Philippe Giraud, qui était devenu indispensable. En avril 1858, Emmeline Dubois, la sœur de Margot, mourut à la Nouvelle-Orléans. Dans ses effets personnels, sa fille, Lucienne, trouva une boîte contenant des lettres et un document extraordinaire. Un journal tenu par Margot pendant ses dernières années en Haïti. Lucienne Dubois était une jeune femme éduquée de 23 ans,
enseignante dans une école pour enfants de couleur libre. En lisant le journal de sa tante, elle découvrit une histoire qui la bouleversa profondément. Margot avait écrit en détail l'histoire de la naissance des jumeaux Lachance. Elle décrivait la terreur de cette nuit, le choc de voir naître deux enfants de couleurs différentes, les ordres du colonel, l'argent qu'elle avait reçu. Mais surtout, elle révélait où elle avait emmené le second bébé. Selon le journal, Margot avait confié l'enfant à une femme qu'elle connaissait et en qui elle avait entièrement confiance. Adèle Rousseau, la couturière du faubourg Marigny. Adèle était veuve, sans enfant, et cherchait justement à adopter. Margot lui avait dit que le bébé était un orphelin, fils d'une esclave morte en couche. Adèle avait accepté sans poser de questions. Le journal de Margot contenait même des passages sur ses visites à la Nouvelle-Orléans avant son départ définitif pour Haïti. Elle était allée voir l'enfant plusieurs fois. « Il grandit bien », écrivait-elle en 1848. Adèle l'aime comme son propre fils. Elle l'a nommé Gabriel. Il a les yeux de sa mère, mais la peau de son père. Un bel enfant, intelligent et vif. Lucienne Dubois resta paralysée pendant plusieurs jours après avoir lu ce journal. Elle tenait entre ses mains une bombe sociale capable de détruire une des familles les plus puissantes de la paroisse. Mais elle tenait aussi la clé de l'identité d'un jeune garçon qui vivait peut-être sans connaître ses origines véritables. Elle prit une décision audacieuse. Elle se rendit au faubourg Marigny pour trouver Adèle Rousseau. La couturière vivait toujours dans la même petite maison créole, une construction modeste mais bien entretenue avec un atelier de couture au rez-de-chaussée. Lucienne frappa à la porte un matin de mai. Adèle Rousseau avait maintenant 52 ans. C'était une femme élégante, la peau cuivrée, les cheveux gris soigneusement coiffés. Elle ouvrit la porte avec un sourire poli qui s'évanouit quand Lucienne se présenta. « Vous êtes la nièce de Margot ?»« Oui, madame. Je dois vous parler de quelque chose d'extrêmement important. Cela concerne Gabriel. » Le visage d'Adèle changea instantanément, passant de l'accueil cordial à la méfiance glacée. « Qu'est-ce que vous voulez ? » « Je veux que vous sachiez la vérité sur qui est vraiment Gabriel. » Elles s'assirent dans le petit salon, et Lucienne raconta tout. Elle montra le journal de Margot, expliqua l'histoire de la naissance, révéla l'identité des véritables parents de Gabriel. Adèle écouta en silence, son visage passant par toutes les émotions, incrédulité, colère, tristesse, peur. « C'est impossible, » murmura-t-elle finalement. « Margot m'a dit qu'il était orphelin. Elle vous a menti pour le protéger, et pour vous protéger aussi. » « Le protéger de quoi ? » ?»« De son père. Le colonel Lachance est un homme dangereux. Si on avait su qu'un esclave avait eu un enfant avec sa femme, l'esclave a été vendu et expédié loin, peut-être même tué. L'enfant aurait subi le même sort. » Adèle porta les mains à son visage. « Mon Dieu, Gabriel, mon petit Gabriel, où est-il maintenant ? Il n'est plus ici. » Les larmes coulaient maintenant librement sur les joues d'Adèle. Il y a 2 ans, il a obtenu une bourse pour étudier dans un collège à Boston, une école pour jeunes hommes de couleur talentueux. Il étudie le droit. Il veut devenir avocat pour défendre les gens de notre communauté. Lucienne sentit son cœur se serrer. Il ne sait rien de ses origines. Il sait qu'il est adopté. Je lui ai toujours dit la vérité là-dessus. Mais je lui ai dit que ses parents étaient morts, que je ne savais rien d'eux. Mon Dieu, comment vais-je lui annoncer qu'il est le fils d'une dame blanche et d'un esclave? Que son frère jumeau a grandi dans une plantation, portant le nom d'une famille qu'il a rejetée lui. Peut-être qu'il n'a pas besoin de savoir, suggéra doucement Lucienne. Peut-être que cette vérité ne ferait que le détruire. Ou peut-être qu'il a le droit de connaître ses origines. Adèle essuya ses larmes et redressa les épaules. Gabriel est un jeune homme fort, brillant. Il mérite la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Mais avant qu'Adèle puisse prendre une décision, les événements prirent une tournure tragique et inattendue. En juillet 1858, Célestine Lachance mourut. Sa consomption s'était aggravée brutalement au début de l'été. Elle s'éteignit un matin de juillet, dans son lit, tenant la main d'Édouard Junior qui sanglotait à ses côtés.
Ses derniers mots, rapportés par Josépha qui était présente, furent « Pardonne-moi, mon fils. Pardonne-moi de ne pas avoir été assez forte. Il est quelque part. Ton frère est quelque part. Trouve-le. » Édouard Junior, bouleversé, ne comprit pas vraiment ce que sa mère avait voulu dire. Mais le colonel, présent lui aussi dans la chambre, comprit parfaitement. Le secret qu'il avait si violemment protégé pendant 11 ans venait d'être murmuré sur un lit de mort. Les funérailles furent modestes. Célestine fut enterrée dans le petit cimetière familial de Beauséjour, sous un chêne centenaire. Peu de gens assistèrent à la cérémonie. La famille Lachance s'était tellement isolée au fil des années que presque personne ne se souvenait de la jeune et belle Célestine d'autrefois. Après la mort de sa mère, Édouard Junior devint obsédé par ses dernières paroles. Il questionna son père sans relâche. « De quel frère parlait maman ? J'ai un frère. Où est-il » Le colonel, épuisé par des années de secrets et rongé par le remords et l'alcool, finit par craquer. Un soir d'août, ivre, il raconta tout à son fils. L'infidélité de Célestine, la naissance des jumeaux, la séparation, la disparition de l'autre enfant. Édouard Junior, à 11 ans, encaissa cette révélation avec une maturité terrifiante. Il ne pleura pas. Il ne cria pas. Il resta silencieux pendant longtemps, puis demanda simplement « Comment s'appelle-t-il ? Où est-il ?»« Je ne sais pas, » admit le colonel. « Je ne l'ai jamais su, et je ne veux pas savoir. Mais moi, je veux savoir. C'est mon frère, mon jumeau. Il n'est pas ton frère. Pas vraiment. Vous n'avez pas le même père. Nous avons la même mère. Nous sommes nés le même jour, de la même femme. C'est mon frère. » Cette conviction, Édouard Junior ne l'abandonna jamais. Il passa les années suivantes à chercher discrètement, interrogeant les vieux domestiques, fouillant dans les papiers de sa mère, suivant toutes les pistes possibles. En 1860, à l'âge de 13 ans, il découvrit les lettres du détective Marchand que sa mère avait cachées. Il apprit l'existence des 3 enfants possibles, dont un élevé par une certaine Adèle Rousseau dans le faubourg Marigny. Avec l'audace de l'adolescence, Édouard Junior décida d'agir. Il s'enfuit de Beauséjour un matin de septembre, emportant quelques affaires et l'argent qu'il avait pu rassembler. Il prit le bateau pour la Nouvelle-Orléans et se rendit directement au faubourg Marigny. Il frappa à la porte d'Adèle Rousseau. La couturière ouvrit et resta pétrifiée. Devant elle se tenait un jeune garçon blanc, aux cheveux blonds, aux yeux bleus, mais dont les traits lui rappelaient terriblement quelqu'un. « Madame Rousseau ?» demanda poliment Édouard. « Je m'appelle Édouard Lachance. Je cherche mon frère. Je crois que vous savez où il est. » Adèle le fit entrer, les mains tremblantes. Elle lui offrit du thé, s'assit en face de lui, et pour la première fois depuis des années, parla librement de Gabriel. « Ton frère s'appelle Gabriel Rousseau, » dit-elle doucement. « Il a 13 ans, comme toi. Il est intelligent, gentil, passionné de justice. Il étudie à Boston maintenant. Il sait, pour moi, pour notre mère. Oui, je lui ai écrit il y a quelques mois. Je lui ai tout raconté. Comment a-t-il réagi ? » Adèle hésita, puis sortit une lettre de son corsage. « Tiens, c'est sa réponse. Tu peux la lire. » Édouard prit la lettre avec des mains tremblantes et lut les mots de son frère jumeau pour la première fois. « Chère maman Adèle, votre lettre m'a profondément troublé. Pendant des jours, je n'ai pas su quoi penser, quoi ressentir. J'ai un frère, un jumeau, quelqu'un qui partage mon sang, ma naissance, mais qui a vécu une vie complètement différente de la mienne. Je ne sais pas si je lui en veux d'avoir grandi dans le privilège pendant que je grandissais dans l'ombre. Ce n'est pas sa faute, je le comprends. Nous sommes tous les deux victimes des choix de nos parents, des lois injustes de cette société, de la couleur de notre peau qui a décidé de nos destins avant même que nous puissions ouvrir les yeux. Je ne sais pas si je veux le rencontrer un jour. Qu'aurions-nous à nous dire ? Nous sommes étrangers, séparés par un gouffre que même le sang ne peut franchir. Lui est blanc, héritier d'une plantation. Je suis noir, fils d'une couturière, étudiant grâce à la charité. Nous vivons dans 2 mondes qui ne se touchent jamais. Mais il y a une chose que je sais. Notre mère a souffert,
Elle a été déchirée entre ses deux fils, forcée de choisir, de sacrifier. Je lui pardonne. Je pardonne aussi à mon père, cet esclave dont je ne connaîtrai jamais le nom. Ils ont fait ce qu'ils ont pu dans un monde cruel. Quant à mon frère jumeau, dites-lui ceci. Si jamais vous le rencontrez, je ne le connais pas, mais je ne le déteste pas. Nous partageons une tragédie. Peut-être qu'un jour, dans un monde meilleur, nous pourrons nous rencontrer comme des égaux. Mais pas maintenant. Pas dans cette vie. Votre fils dévoué, Gabriel-Édouard, termina la lettre les yeux brillants de larmes. Il resta silencieux un long moment, puis rendit la lettre à Adèle. « Il a raison, » murmura-t-il. « Nous vivons dans deux mondes différents. Tu veux que je lui écrive? Que je lui dise que tu es venu ?» Édouard réfléchit longuement. « Non, respectons son choix. Mais dites-lui que moi aussi je lui pardonne, et que je penserai à lui chaque jour de ma vie. » Édouard Junior retourna à Beauséjour. Son père, d'abord furieux de sa fugue, comprit vite que quelque chose avait changé chez son fils. Le garçon était devenu plus calme, plus mature, mais aussi plus distant. Le colonel Édouard Lachance mourut en 1863 pendant la guerre de Sécession. Officiellement d'une fièvre, mais en réalité rongé par l'alcool et les remords. Sur son lit de mort, il confia à son fils « J'ai gâché tout ce qui comptait. Ta mère, toi, ton frère, tout. » Édouard Junior hérita de Beauséjour à 16 ans. La première chose qu'il fit fut d'affranchir tous ses esclaves, bien avant que la loi ne l'exige. Il transforma progressivement la plantation, payant des salaires décents, traitant ses employés avec respect. Il écrivit aussi une lettre à Gabriel, sans jamais l'envoyer. Dans cette lettre, il racontait sa vie, exprimait son désir de connaître son frère, mais respectait sa décision de rester séparés. Cette lettre resta dans ses papiers personnels toute sa vie. Gabriel Rousseau devint effectivement avocat. Il s'installa à Boston après ses études et consacra sa vie à défendre les droits des Noirs libres et des anciens esclaves. Il se maria, eut 3 enfants, vécut une vie droite et honorable. Il ne retourna jamais en Louisiane. Selon des témoignages non confirmés, les 2 frères se seraient croisés une seule fois, par hasard, dans une rue de la Nouvelle-Orléans, en 1872. Ils se seraient reconnus instantanément, cette connexion mystérieuse entre jumeaux dont parle tant d'histoires. Ils se seraient regardés pendant un long moment, sans parler, puis chacun aurait continué son chemin. Édouard Junior ne se maria jamais. Il vécut seul à Beauséjour jusqu'à sa mort en 1898, à l'âge de 51 ans. Dans son testament, il laissa une partie importante de sa fortune à une fondation pour l'éducation des jeunes Noirs de Louisiane. Personne ne comprit jamais vraiment pourquoi. Gabriel mourut à Boston en 1905, à 58 ans, entouré de sa famille. Sur son lit de mort, il murmura à sa fille aînée « J'ai eu un frère jumeau. Je ne l'ai jamais vraiment connu, mais il a vécu dans mon cœur chaque jour. Dis à tes enfants qu'il a existé. Dis-leur que notre séparation était une injustice, mais que nous avons tous les 2 fait de notre mieux avec les cartes que la vie nous avait distribuées. Les archives de la paroisse de Saint-Claude contiennent toujours le certificat de naissance d'Édouard Alexandre Lachance Junior, daté du 23 septembre 1847. Elles contiennent aussi une note étrange du docteur Alphonse Renaud mentionnant un jumeau mort-né. Mais il n'existe aucun certificat de décès pour ce jumeau. Aucune pierre tombale. Aucune trace officielle de son existence au-delà de cette mention fantôme. Le journal de Margot, trouvé par sa nièce Lucienne, fut détruit dans l'incendie d'une maison en 1865. Les lettres de Claire Dupont aux Ursulines furent perdues quand le couvent fut partiellement détruit pendant un ouragan en 1893. Presque toutes les preuves de cette histoire extraordinaire ont disparu avec le temps, emportées par les incendies, les guerres, les inondations, et surtout par le désir des gens de garder certains secrets enterrés. Aujourd'hui, si vous visitez le cimetière de l'ancienne plantation Beauséjour, devenu maintenant un site historique, vous trouverez 3 tombes sous le vieux chêne. Celle d'Édouard Lachance Senior, mort en 1863,
celle de Célestine Mercier-Lachance, morte en 1858, et celle d'Édouard Alexandre Lachance Jr., mort en 1898. 3 tombes. Mais si vous regardez attentivement le sol près de la tombe de Célestine, vous remarquerez une 4e pierre, plus petite, presque cachée par l'herbe. Une pierre sans nom, sans date, juste une inscription simple et mystérieuse. Pour celui qui ne put être reconnu, mais qui fut toujours aimé. Personne ne sait qui a placé cette pierre-là, ni quand. Les gardiens du site historique ne peuvent l'expliquer. Elle n'apparaît sur aucun plan du cimetière, dans aucun registre officiel. Mais elle est là, témoin silencieux d'une histoire que presque personne ne connaît, d'une séparation qui brisa 3 vies et d'un amour maternel qui transcenda même les barrières les plus impitoyables de son époque. Vous venez d'entendre l'histoire des jumeaux du colonel Lachance. Une histoire de séparation, de secret, et de 2 frères qui auraient dû grandir ensemble, mais que la société de leur époque força à vivre dans des mondes parallèles. Croyez-vous que cette histoire soit vraie? Pensez-vous que ces événements se sont réellement produits dans une plantation de Louisiane il y a plus de 150 ans? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Abonnez-vous pour plus d'histoires historiques troublantes. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aime les mystères du passé. Parce que parfois, la vérité est plus dérangeante que n'importe quelle fiction. Et parfois, les secrets les mieux gardés finissent par laisser des traces, aussi petites soient-elles, pour ceux qui savent tout regarder.